Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Plaisir de vous retrouver pour notre traditionnel rendez-vous qui a été décalé d'une journée. On va essayer le jeudi soir pour voir si ça correspond plus aussi à nos habitudes sur les réseaux sociaux. Ça permet aussi de dégager le vendredi soir de vos obligations entre guillemets et des nôtres. Mais on est content de retrouver comme d'habitude cette formule, surtout que c'est encore le début d'année, il fait encore froid, on est encore en plein hiver, mais on a quand même pas mal de choses qui vont nous faire plaisir, d'autres peut-être un peu moins. Vous savez que Latifa Naji et Olivier Thomas, qui sont les deux conseillers départementaux qui siègent au conseil départemental représentant notre canton, nous ont alertés sur d'abord sur les grosses pressions budgétaires qui pesaient sur le département et sur nos inquiétudes communes, hein, quelles que soient nos obédiences politiques, comme dirait l'autre. Nous sommes assez inquiets évidemment sur les finances du département parce que nous avons un modèle économique qui finance les départements qui repose beaucoup sur le dynamisme des ventes de produits immobiliers. Or, la crise immobilière touche également les sommes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. De fait, aujourd'hui, le département est obligé de faire des choix. Le problème, c'est qu'il fait des choix qui sont parfois, qui vont remettre en péril, je pense, à certaines politiques sociales qui sont pourtant l'apanage et surtout une compétence obligatoire du département. Des choix budgétaires qu'on peut regretter, qui n'ont pas forcément été portés avec beaucoup de concertation auprès des élus du conseil départemental de toutes tendances confondues. Et il y en a une qui va toucher la ville particulièrement et qui nous inquiète, c'est la baisse forte, extrême, entre guillemets, des crédits alloués à l'accompagnement des politiques de prévention spécialisée, qui relèvent pourtant de l'aide sociale à l'enfance normalement. On passe d'une enveloppe qui était de 6 millions d'euros à l'échelle départementale à 3,4 millions, donc à peu près 50% de baisse pour ce qu'il en est. Et ça devrait être un carnage pour la prévention spécialisée. Il y a certains territoires qui vont sortir du dispositif, je pense à la ville de Dourdan et ses alentours, donc un drame pour les politiques publiques d'accompagnement de prévention spécialisée. C'est 30% d'éducateurs en moins. Pour les ULIS, c'est un risque de non-financement. Alors, pour parler très concrètement, on a évalué que c'est à peu près 65 000 euros de perte de financement pour les postes qui accompagnent la prévention spécialisée nouvellement revenus sur le territoire. Dieu sait qu'on en a besoin. Et aujourd'hui, on se pose la question de voir comment on pourra financer ces 65 000 euros manquants. On regrette que cette décision ait été prise d'abord totalement, mais en plus parce qu'elle n'a pas été travaillée. Le travail que nous avions fait en ce sens avec le département ne laissait pas présager d'une baisse aussi notable que celle-ci. Donc c'est une décision qui, semble-t-il, a été prise un peu au dernier moment et que nous regrettons fortement. En tout cas, je vous le dis, les éducateurs spécialisés se mobilisent dans tout le département pour essayer de faire valoir leurs droits, d'abord de salariés, au minimum respect d'informations sur les crédits alloués, qui dépendent du coup du nombre qui vont faire peser sur leur structure un certain nombre de risques. Mais on a aussi des professionnels qui ont à cœur de bien faire leur boulot et cela nécessite évidemment des moyens. Donc il y a une pétition que je vais inviter les élus à relayer dans les commentaires, une pétition actuellement en ligne que je vous invite à signer pour soutenir la prévention spécialisée en Essonne et évidemment ailleurs. C'est vrai que 50% des habitants, un peu moins, 48% des habitants de la ville, enfin 48% des logements de la ville sont considérés comme du logement social, c'est-à-dire conventionnés par l'État, à la charge de bailleurs. Du coup, est-ce que tu peux nous dire en fait quels sont les liens qu'on a avec les bailleurs de cette ville, comment on travaille avec eux? Oui. Bonsoir à tous déjà. Oui, le lien avec les bailleurs, nous les avons renforcés depuis le début de ce mandat et particulièrement dans le cadre du contrat de ville puisque nous avons re-signé un contrat de ville l'année dernière et nous avons donc beaucoup plus de résidences qui sont maintenant en quartier prioritaire de la ville, en politique de la ville. Exactement. Des quartiers que l'on dit en QPV pour être court. Cela représente effectivement un certain nombre d'habitants, puisque dans ces quartiers, il y a à peu près 9200 habitants. Ça représente aussi plus de 3300 logements de la ville, donc c'est quand même c'est notable. Donc nous travaillons avec ces 7 bailleurs, puisque cela représente 7 bailleurs. Oui. Un des outils que nous permet le contrat de ville, c'est d'exonérer les bailleurs d'une partie de la taxe foncière qu'ils doivent à la ville. 30% d'exonération exactement, qui est compensé en partie par l'État, mais en partie seulement. Donc, d'ailleurs, l'idée, ce serait bien que l'État compense
à 100% cette exonération pour permettre vraiment des actions supplémentaires. Donc ça représente quand même des montants non négligeables pour la ville, puisque cela représente à peu près 1 100 000 de pertes de taxes foncières pour la ville. Donc, bien évidemment, dans le cadre de cette exonération, les bailleurs doivent un certain nombre d'actions supplémentaires, en plus du droit commun, c'est-à-dire en plus de ce qu'ils doivent au quotidien pour leurs habitants. Si je peux résumer, ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand vous êtes locataire, vous avez... le droit commun, c'est-à-dire qu'on vous doit des locaux propres, sécurisés, ce qui parfois relève, entre guillemets, du bon sens, mais on peut considérer que ça, c'est pas forcément des actions qu'on entend voir dans l'exonération de taxes foncières. Bien évidemment, parce que ça, ils le doivent de toute façon. Les locataires payent un loyer, donc le bailleur leur doit un minimum, le clos et le couvert, comme on dit. Et bien sûr, depuis le début de ce mandat, on a veillé à ce que toutes ces actions supplémentaires le soient bien et soient réalisées telles que ça doit l'être. Alors, je ne vais peut-être pas donner tout en détail, mais c'est plus de gardiennage, c'est du surentretien, ce sont des actions supplémentaires dans le cadre de vie, des travaux supplémentaires, des sécurisations de parking, des entrées de parking qui ont été refaites. C'est vrai qu'on a vu par exemple qu'à la Donia, il y a eu un vrai travail qui a été fait sur le parking. On n'est pas totalement satisfait de ce qui est fait, je pensais aux Amont ou aux Avelines, où on voit qu'il y a encore des grosses défaillances de la part du bailleur, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on pousse... Tout à fait. Et il y a aussi des axes sur lesquels on tient particulièrement. Ce sont des axes de vivre ensemble, de lien social, sur lesquels, dès le début du mandat, nous avons exigé qu'il y ait un minimum des fonds alloués à l'exonération qui soient dédiés à ces axes-là. Nous avons exigé et nous avons porté ensemble ce dispositif d'avoir au minimum 30% de cette exonération qui soit pour vraiment en direction des habitants. Et donc là, c'est un travail très lourd, très long. Et je remercie d'ailleurs les services d'accompagner cela parce que c'est un travail vraiment pointu. Il faut être en permanence en lien avec les bailleurs. Je pense que globalement, maintenant, nous arrivons à ce qu'il y ait un vrai travail partenarial avec les bailleurs. Bon, il a fallu un petit peu de temps pour que ça se mette en place, mais je pense qu'aujourd'hui, ils jouent vraiment le jeu et on arrive vraiment à avoir un travail, on va dire, partenarial. Alors, je vais vous parler un peu de logements sociaux. C'est un sujet très sensible sur la ville. On a 1600 demandes d'Ulyssiens sur la ville. Je dis Ulyssiens parce qu'au total, il y en a 8000. Donc en fait, il y a 8000 personnes qui ont inscrit dans leur demande de logement social, donc le numéro 111, la demande de logement unique, 8000 personnes qui ont demandé la ville des Ulysses. Qui demandent des Ulysses. Et 1600 qui ont demandé les Ulysses spécifiquement, c'est-à-dire qui sont des Ulysses et qui demandent à avoir un autre logement aux Ulysses. Voilà. Il faut savoir que ces dernières années, la demande de logements sociaux a doublé, dû aux rotations, au manque de rotation dans le parc social. Je vais vous donner l'exemple le plus fréquent aux Ulysses. Par exemple, les personnes âgées qui ont encore des T4 et des T5 qui n'ont plus d'enfants à charge. Et du coup, on a des familles qui attendent de plus de 5 ans pour avoir un logement plus grand. Ça, il faudra vraiment travailler avec les bailleurs pour trouver une solution. Ce qu'on a essayé de faire depuis le début, c'est essayer de travailler à ces bourses d'échange de logements pour que les personnes qui sont dans les grands logements puissent aller dans les plus petits. Alors très souvent on se heurte à deux choses. D'abord il faut, et même si les bailleurs sont un peu ouverts maintenant, il ne faut pas que ça ait une incidence négative sur le contrat, sur le loyer. C'est-à-dire que si vous payez la même chose pour quelque chose de plus petit que ce que vous payez dans le plus grand, et ce qui est souvent le cas parce que les bails sont grands, il faut que le bailleur soit consente à faire des efforts. Donc il faut que ce soit le même bailleur. Et donc souvent la même résidence, sauf dans le cadre de pour que les locataires gardent leur ancienneté du départ. Exactement. Donc il y a ça qui est déjà un premier problème. Puis deuxième, c'est vrai qu'on sort aussi à des gens qui disent qu'ils sont prêts à aller dans quelque chose de plus petit, puis se heurtant à
quand on est seul et qu'on passe d'un T5 à un T2, c'est pas possible. C'est compliqué. Parce que du coup, quand vous avez les petits-enfants qui viennent, on a pris des habitudes dans les immeubles, on n'a pas forcément le... Et c'est pas assez grand. C'est ça. Il y a aussi plusieurs critères à prendre en compte pour avoir un logement social. Par exemple, les critères d'adéquation de la composition du ménage et du logement demandé. Okay. On ne peut pas donner un logement ni trop grand ni trop petit. Par exemple, une famille avec 2 enfants, on ne peut pas leur proposer un T5 ou un T2. Ouais. Oui, bah oui, bien sûr. Non, mais on entend très bien, c'est la loi. C'est-à-dire qu'en fait, légalement, de toute façon, une famille de 4 personnes, on n'a pas le droit de leur proposer un logement. Mais alors concrètement, la vie des US n'étant pas propriétaire, comment ça se passe? C'est-à-dire que les propriétaires sont les bailleurs, c'est eux qui reçoivent les loyers, mais comment on fait, à quel moment on intervient? C'est-à-dire qui peut proposer des dossiers? Oui, en fait, les agents travaillent sur les dossiers. Okay. Ils me proposent des dossiers. Okay. Et du coup, là, j'essaye de positionner équitablement les dossiers. Oui. Par rapport à leurs critères, leur ancienneté, leur composition familiale. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on respecte toujours les 3 critères dont on a parlé. C'est ancienneté, acceptabilité du dossier. Surtout ancienneté. On ne peut pas fermer les yeux sur un dossier qui date de 10 ans et de prendre un autre qui date de 1 an. C'est ça, on est d'accord. C'est souvent l'ancienneté qui prime. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de demandes anciennes pour des grands logements que pour ces 3 pièces, parce que forcément, il y a plus de rotation dans les 3 pièces. Il y a plus de rotation sur les T3. Du coup, on a plus de demandes sur les T5 et T4. C'est ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui attendent depuis plusieurs années et qui des fois nous disent, je comprends pas, lui, il a un logement depuis pas longtemps, mais c'est parce qu'il demande quelque chose de plus petit et qu'il n'a pas forcément le même temps d'attente, entre guillemets. Voilà. Quoi. Et du coup, on reçoit, j'essaie de positionner ces candidats équitablement. Ouais. Dès que je les positionne, le service leur envoie des bons de visite. C'est à eux d'accepter et de refuser. Il faut savoir que les Uliciens, ils sont très, très exigeants. Mais c'est-à-dire que des fois, on est surpris. Il y a des gens qui nous disent qu'ils sont dans une situation très urgente et qui refusent telle ou telle résidence parce qu'ils considèrent que c'est pas ce qui leur... C'est ça, oui. Et du coup, dès que les bons de visite ont été envoyés, le candidat doit répondre au service. Et ces dossiers-là qui ont été acceptés en commission, ils sont envoyés au bailleur. Il faut savoir que la ville n'est pas décisionnaire de l'attribution du logement. C'est les bailleurs qui ont leur dernier mot. Ce qui est entre guillemets normal vu qu'ils sont propriétaires des lots. Par contre, du coup, les mêmes bailleurs, en fait, ils ont dans les 100% des logements qu'ils ont, il y en a la moitié pour lesquels il y a une réservation qui est faite pour le 1% patronal, donc Action Logement, environ 30% pour la préfecture, donc l'État, qui va positionner aussi des dossiers, et environ 20% qui est ce qu'on appelle la réservation de la ville. Donc ça représente entre 100 et 150 logements par an, à peu près. C'est pas grand-chose. Et effectivement, du coup, ça explique pourquoi il y a des fois des délais d'attente et des gens qui comprennent. En tout cas, bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci au service com, comme d'habitude, qui a rendu ça possible. Merci Annick. À plus.